Bonsoir à tous et bienvenue à ce troisième épisode de la nouvelle émission hebdomadaire de 7 jours sur Terre. Je suis Benjamin Tremblay et c'est un immense plaisir d'être avec vous ce soir. Sans plus tarder, voici les dossiers qu'on a préparés cette semaine à 7 jours sur Terre. D'abord, on se parle d'une saga politico-judiciaire qui captive le monde entier, l'emprisonnement de Alexeï Navalny. Pendant que des manifestants sont arrêtés par milliers dans les rues de Moscou, la communauté internationale perd patience et exige des explications. Mais qu'est-ce qui se passe en Russie? C'est le sujet de notre premier dossier. On poursuit ensuite avec une histoire fascinante qui pourrait transformer l'économie canadienne. Au même moment où Joe Biden annonce l'annulation du projet Keystone XL, on apprend maintenant que les États-Unis tentent de fermer définitivement un segment d'oléoduc essentiel à la survie de l'industrie pétrolière albertaine et à l'approvisionnement en pétrole de presque tout l'Ontario. Doit-on s'attendre à un choc pétrolier? Et finalement, pour notre grand dossier de la semaine, le retour des mercenaires et la montée des armées privées. Dans un monde où la guerre est de plus en plus taboue, les États ont recours à une méthode aussi vieille que la guerre elle-même, le mercenariat. Ces soldats qui acceptent de se battre pour le compte d'un autre pays, en dehors des armées conventionnelles, en échange d'une récompense. Ils bousculent l'équilibre de la force et sont le secret le moins bien gardé des grandes puissances. Tout ça et beaucoup plus ce soir à 7 jours sur Terre. Alors bonsoir tout le monde et bienvenue à ce troisième épisode de 7 jours sur Terre présente. Allons-y immédiatement avec les dossiers qu'on a préparés pour vous ce soir. D'abord, on commence avec un récit qui attire depuis quelques jours l'attention du monde entier et qui jette une ombre considérable sur le régime de Vladimir Poutine. L'incroyable histoire du célèbre opposant du Kremlin, Alexeï Navalny. Navalny est un blogueur politique qui fait beaucoup de vidéos sur le web dans lesquelles il dénonce la corruption qui gangrène la Russie. La corruption existe partout, bien sûr, mais la situation en Russie est particulièrement choquante, surtout en ce qui a trait à un certain nombre d'élites qu'on appelle les oligarques. Le terme fait référence aux milliardaires de Russie qui se sont enrichis sur le dos de la chute de l'URSS, en rachetant des morceaux de l'État soviétique pour une fraction du prix. Alexeï Navalny commence à faire du bruit en 2009, au même moment où décollent les grands réseaux sociaux. À travers son blog personnel, il dénonce les élites et y expose des scandales qui éclaboussent beaucoup de gens. Et c'est là que son histoire devient intéressante. En 2010, Navalny s'en va aux États-Unis pour aller étudier à l'université de Yale. Et vous devinez que cette petite escapade aux États-Unis reste pour beaucoup en Russie. Une preuve que Navalny est en fait un agent américain. Il est allé étudier dans un programme qui sert à développer un réseau mondial de leaders qui veulent construire un monde meilleur. Dès lors, le gouvernement russe considère que le vrai but de Navalny est de déclencher une révolution en Russie. En 2010 et 2016, Navalny va émerger comme une personnalité publique archi connue en Russie, une vraie vedette du web, et même un des seuls opposants crédibles au régime de Vladimir Poutine. Il est régulièrement arrêté, condamné, détenu pour divers motifs, que ce soit de la désobéissance aux forces de l'ordre, diffamation, atteinte à l'ordre public. On l'accuse d'organiser des manifestations. Tout ça avec l'intention de le briser. Pour mettre la pression sur Navalny, on va même jusqu'à inventer des accusations contre son frère et le jeter en prison. C'est cruel, mais c'est une stratégie classique du pouvoir russe qui date de l'URSS. Quand on veut faire taire un dissident qui n'a lui-même pratiquement plus rien à perdre, on s'en prend à sa famille. Et à ce point-ci, vous pourriez vous poser une question tout à fait légitime. Si Navalny était si problématique et que le régime de Poutine est aussi terrible qu'on le dit,
Comment ça se fait que Navalny est toujours vivant en 2016 et qu'il marche en pleine rue sans être inquiété d'être assassiné? Pensez aux autres opposants du régime qui ont tous fini autrement. Boris Nemtsov qui a été assassiné par balle directement en avant du Kremlin. Garry Kasparov, le fameux joueur d'échecs soviétique qui est devenu politicien, qu'on a forcé de partir en exil et qui vit aujourd'hui à New York. Mais la réponse est simple. Navalny est trop gros, trop influent. À chaque fois que le gouvernement russe l'embête moindrement avec des accusations, des milliers de personnes se rassemblent pour manifester un peu partout à travers la Russie. Le tuer ou le faire disparaître, ça pourrait très bien être ce qui déclencherait la chute du régime, justement. Et tout ça, Alexeï Navalny le sait autant que Vladimir Poutine. En 2016, il va défier Poutine plus directement et explicitement que personne en Russie qui n'a survécu l'a fait auparavant. Navalny annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 2018. Ce sera un face-à-face entre lui et Poutine. En Russie, c'est un tremblement de terre politique. Les gens comprennent très bien qu'il n'y a aucune chance de gagner face à un système aussi corrompu où les élections sont souvent truquées. Mais sa campagne pourrait faire autre chose, quelque chose d'aussi dommageable qu'une victoire. D'abord, elle pourrait lui donner une plateforme et une tribune encore plus formidable pour dénoncer le régime de Vladimir Poutine. Mais encore plus, sa défaite par une marge ridicule permettrait d'exposer le trucage du système électoral en Russie. Le Kremlin n'accepterait jamais qu'une élection soit moindrement serrée, encore moins que Navalny gagne. Et c'est pour ça que le Kremlin, justement, refuse de prendre le pari. Le gamble est trop risqué. Peu de temps après l'annonce de Navalny, la commission électorale annonce qu'il n'est pas éligible en raison d'une de ses condamnations précédentes. Dans les 2 années qui suivent, la pression des autorités russes augmente plus que jamais sur Navalny. Les arrestations, les condamnations, les détentions se poursuivent toujours pour les mêmes motifs. Mais il continue. Il s'obstine à dénoncer l'incompétence crasse et la corruption des élites politiques. À ce moment-là, son opération journalistique est un géant sur le web, financé par des milliers de contributeurs à travers toute la Russie. Il engage des recherchistes, des journalistes, il crée des documentaires qui font un malheur sur Internet. En 2019, le Kremlin finit par en avoir assez. La menace contre le régime est devenue réelle. La corruption est tellement évidente pour n'importe qui regarde un peu autour. Et Navalny la vulgarise d'une manière tellement efficace que les gens commencent à poser des vraies questions, à lancer leurs propres enquêtes. Le 24 juillet, donc, Navalny est condamné à 30 jours de prison pour un appel à participer à des manifestations non autorisées. Rien d'exceptionnel jusque-là, la même chose que d'habitude. Mais quelques jours à peine après, il est hospitalisé avec un œdème de Kenck, dont les séquelles peuvent inclure une insuffisance rénale ou cardiaque et une détresse respiratoire, voire même un coma végétatif. Son médecin personnel s'oppose catégoriquement à ce qu'il soit remis dans la même cellule. Déjà, on se demande si c'est pas une tentative d'empoisonnement ratée. On exige qu'il soit mieux surveillé et tous les yeux sont sur la peine d'Alexeï Navalny. Quand il est libéré et qu'il retrouve la santé, il recommence à travailler sur ses projets. Et pas longtemps après, le 20 août 2020, cet été, Navalny est dans un avion qui vole entre la ville de Tomsk et la capitale de Moscou. En plein vol, Navalny tombe inconscient, dans le coma. L'avion est dérouté pour se poser en urgence en Sibérie, où on déclare à l'hôpital qu'il n'y a pas d'empoisonnement, que Navalny a juste eu un malaise, circulé, il n'y a rien à voir.
Son médecin personnel n'en croit pas un seul mot. Il a déjà vu ce genre de symptômes-là et sait très bien c'est quoi un empoisonnement des services secrets. Il fait transférer Navalny dans un hôpital de Berlin, en Allemagne, où on fait toute une batterie de tests et où on détermine que Alexei Navalny a été victime d'une tentative d'assassinat par empoisonnement. L'Allemagne et l'Union européenne sont choqués par l'arrogance du Kremlin, qui continue de nier toute l'histoire. Les deux vont exiger une enquête pour prouver les coupables et leur faire un procès devant un tribunal. À ce moment-là, on commence déjà à parler de sanctions contre la Russie. La Russie, elle, parle de complot. Elle dit que c'est peut-être Navalny qui s'est empoisonné lui-même. Qui peut vraiment le savoir au fond? Le 2 septembre, les laboratoires allemands, français et suédois confirment qu'ils ont tous vérifié indépendamment et qui ont la preuve sans équivoque qu'on a utilisé contre Navalny l'agent neurotoxique Novichok. Un agent utilisé à des fins militaires qui date de l'URSS et qui serait parmi les substances les plus toxiques jamais conçues. Et c'est pas la première fois que les Européens voient du Novichok être utilisé par la Russie contre des dissidents. En 2018, certains d'entre vous se souviendront de cet ancien espion russe qui avait été empoisonné au Royaume-Uni, toujours avec du Novichok. Quand Navalny sort du coma et qu'il quitte l'hôpital, la Russie continue à dire que c'est une mise en scène. Navalny, de son côté, va dire à un journal allemand que c'est Poutine qui a personnellement ordonné son assassinat. Tout ce temps-là, Navalny est encore en Allemagne. Et donc la Russie dit que c'est un bris de ses conditions de liberté. On comprend très bien ce que la Russie veut faire. La Russie joue ses dernières cartes en essayant de pousser Navalny à ne jamais revenir, à rester en exil, sans quoi il serait arrêté au moment où il poserait un pied en Russie. Et c'est ce qui nous amène aux dernières semaines, où Navalny a décidé de caller le bluff et de revenir en Russie pour finir ce qui a commencé. Le 13 janvier 2021, il prend un avion pour Moscou, où des milliers de partisans l'attendent pour manifester contre son arrestation à son arrivée. Mais l'avion a un problème technique et est détourné vers un autre aéroport où la police l'attend et où on l'arrête immédiatement. Quelques minutes après l'atterrissage, il est déjà en prison. Et là, la communauté internationale est vraiment choquée. L'Allemagne notamment, qui est insultée par le front de la Russie depuis des mois. Elle a l'impression de se faire mentir en plein visage. Et il y a quelques jours à peine, le 19 janvier, pendant que Navalny est en prison, la Fondation contre la corruption qu'il a fondée publie un documentaire choc de 2 heures qui détaille toute la corruption des élites et qui, cette fois-ci, vise directement Vladimir Poutine, qu'on accuse d'être un des hommes les plus riches de la planète de par le réseau d'influence et de corruption qu'il dirige. C'est documenté, c'est accablant et c'est vu au-dessus de 70 millions de fois en quelques jours seulement. En Russie, le régime est en mode gestion de crise. C'est ce qu'on voit depuis quelques jours. Les manifestations prennent des dimensions inédites. Les gens bravent les ordres de dispersion et la pression monte sur Poutine pour s'expliquer. Et encore plus, pour libérer Navalny. À Moscou, les manifestations sont énormes. Les gens sont arrêtés par milliers. C'est la panique au Kremlin. On réalise partout dans le monde que soudainement, Vladimir Poutine n'est plus le maître du jeu. Le 21 janvier, très récemment, l'Union européenne adopte une résolution qui tombe comme une brique sur la tête de la Russie. On exige que l'Allemagne annule son entente avec Poutine pour construire le fameux gazoduc Nord Stream 2. Nord Stream 2 est censé doubler la quantité de gaz naturel qui passe de la Russie vers l'Allemagne. Et là, comme vous le savez, quand on parle de pétrole, de gaz naturel, on tombe dans une autre ligue de politique. On tombe dans la géopolitique.
Depuis le début, les États-Unis sont en furie contre l'Allemagne à propos de Nord Stream 2. Ils font tout pour empêcher que ça arrive, parce que ça rapprocherait considérablement l'Allemagne de la Russie. En plus d'envoyer des milliards de dollars à chaque année dans les poches de l'État russe. C'est impossible de surestimer l'importance de Nord Stream 2 pour la Russie. Une fois terminé, il passera en dessous de la mer Baltique 55 milliards de mètres cubes de gaz naturel à chaque année. C'est plus qu'un attribut économique, ça devient une question de sécurité nationale pour les deux pays. Les destins de la Russie et de l'Allemagne deviendraient intimement liés l'un à l'autre. Et ça, vous le comprendrez, ça compliquerait énormément le portrait dans le cas d'un affrontement entre la Russie et les États-Unis. Ce que fait la Russie en rendant l'Allemagne dépendante de son gaz naturel, c'est s'assurer qu'elle y pensera à deux fois avant de se battre du côté des Américains, parce que le robinet peut être fermé n'importe quand. Et considérant la force militaire considérable de l'Allemagne, c'est un coup de génie que vient de faire la Russie, qui pourrait complètement transformer un éventuel conflit à son avantage. Les États-Unis le savent. Ils voient leur influence en Europe leur glisser des doigts. Si Nord Stream 2 entre en fonction, ça peut vouloir dire en termes pratiques la fin de l'alliance entre l'Allemagne et les États-Unis. Si vous trouvez que ça vient de prendre une toute autre dimension, eh bien dites-vous que les enjeux sont tout aussi gigantesques du côté de la Russie, pour qui stratégiquement Nord Stream 2 est absolument essentiel. Parce que si en ce moment, la Russie fournit à peu près 40% du gaz naturel de toute l'Europe, eh bien tout ce gaz-là n'a pas le choix de passer dans des pipelines, ou plutôt dans des gazoducs, en plein chez un adversaire, l'Ukraine, avec qui la Russie est en conflit depuis des années. Ça donne à l'Ukraine et à beaucoup de gens, dont les États-Unis, un levier incroyable contre la Russie parce qu'on peut menacer une de ses plus grosses sources de revenus. Et c'est pour ça que la Russie a besoin d'un Nord Stream 2 pour briser le carcan qu'elle a autour du cou. En construisant Nord Stream, plus personne n'a le pouvoir de s'interposer. Et la Russie peut faire ce qu'elle veut avec l'Ukraine. Et après ça, faire ce qu'elle veut avec beaucoup de l'Europe. Et c'est pour ça que la Russie parle de complot. Parce que quand on menace de tuer le projet Nord Stream 2 si Navalny n'est pas libéré, il y a tellement beaucoup plus en jeu que l'avenir d'Alexei Navalny. C'est l'avenir de la Russie, de l'Allemagne, de l'Europe et d'une manière des États-Unis. Ça, il faut le savoir et on ne l'explique pas dans les segments de 2 minutes aux nouvelles. Maintenant, l'histoire tire à sa fin. On s'apprête à connaître la conclusion parce que si Angela Merkel, la chancelière allemande, persiste et signe qu'il faut aller de l'avant avec Nord Stream 2 malgré les actions de Poutine, elle est de plus en plus isolée. Et encore plus, tout le monde sait que son règne achève, qu'elle a annoncé sa retraite et que quelqu'un d'autre va bientôt prendre sa place. D'une manière, c'est le destin de l'Europe au grand complet qui est en jeu. Et comme dans un grand match, on dirait que tout est en train de jouer à la dernière minute, parce qu'il est minuit moins une, que Nord Stream 2 est déjà complété à 90% et qui est censé entrer en fonction cette année. Tout ça a presque l'air inévitable, mais quand même, les États-Unis et les opposants européens du projet sont loin d'abandonner et poussent Vladimir Poutine dans les câbles, en le forçant à choisir entre Navalny et Nord Stream. Et maintenant, vous comprenez pourquoi il fallait vous raconter toute l'histoire. On enchaîne maintenant avec une histoire absolument fascinante qui pourrait transformer l'économie canadienne. C'est un dossier qui exige qu'on revienne ensemble sur 2 nouvelles en particulier. Et je vous le promets, vous ne le regretterez pas.
D'abord, on a appris récemment que Gretchen Whitmer, la gouverneure du Michigan, avait l'intention de faire fermer un segment de la ligne 5 de l'oléoduc de Enbridge, qui approvisionne en pétrole beaucoup de l'Est du Canada, mais surtout l'Ontario et le Québec. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un segment de pipeline qui a souvent été la source de débats aux États-Unis relativement à sa sécurité. Premièrement, il est situé directement au fond du lac Michigan, ce que plusieurs considèrent déjà comme un gros drapeau rouge. Mais aussi, la compagnie elle-même, Enbridge, qui est une compagnie canadienne, a souvent été accusée de négliger l'entretien de ce segment de l'oléoduc. En plus, la compagnie est responsable du pire désastre environnemental de l'histoire du Michigan, un déversement d'environ 500 000 barils de pétrole directement dans la rivière Kalamazoo, qui est un bijou d'écosystème naturel. C'est arrivé il y a 10 ans et les gens l'ont encore très frais dans la mémoire. Donc en 2018, le gouverneur de l'époque, qui était un républicain, avait donné le droit aux pipelines de rester en fonction, à condition que Enbridge le surveille mieux et qu'elle s'engage à remplacer complètement le segment fautif d'ici la fin des années 2020. Mais là arrive une gouverneure démocrate qui fait campagne sur l'environnement, sur l'enjeu précis de la ligne 5 et qui est très influente à l'intérieur du Parti démocrate. En fait, pour vous donner une idée, Joe Biden vient tout juste de la nommer vice-présidente nationale du parti. C'est une protégée directe de Joe Biden. Et là, la gouverneure Whitmer vient de donner un ultimatum à Enbridge. Vous avez jusqu'au 12 mai pour fermer l'oléoduc. Et en ce moment, on assiste à tout un affrontement entre l'État du Michigan, le gouvernement canadien et Enbridge, qui refuse de fermer son oléoduc et qui dit qu'elle va défier l'ordre de la gouverneure, puisqu'elle fait juste de la politique facile, puis qu'elle est mal informée. C'est la vraie déclaration de la compagnie. La procureure générale du Michigan, de son côté, dit être confiante que l'État va gagner sa poursuite et qu'Enbridge va devoir fermer la ligne. Et au Canada, les répercussions d'une fermeture de la ligne 5 seraient majeures. À chaque jour, ce sont 540 000 barils de pétrole qui transitent par la ligne 5 en direction des raffineries de Sarnia, en Ontario, et de Montréal, au Québec. Pour certains médias québécois dont le sérieux des recherches laisse un peu à désirer, un choc pétrolier attendrait le Québec. Mais quand on s'attarde aux chiffres, la vérité n'est pas aussi simple que ça. Des 540 000 barils par jour qui partent vers l'est du pays à partir d'Edmonton, il y en a 500 000 qui sont raffinés directement en Ontario. Le Québec, pour sa part, utilise seulement le 40 000 barils par jour qui restent rendus à Montréal. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Québec est beaucoup mieux positionné que l'Ontario pour exploiter ces raffineries, parce qu'elles sont directement sur le bord du fleuve Saint-Laurent, qui est une immense voie navigable et qui permet de contourner le système d'oléoduc canadien, en important le pétrole directement par bateau. En fait, les oléoducs d'Enbridge se rendent même pas jusqu'à la raffinerie de Valero à Lévis. On sert presque exclusivement d'un port en eau profonde. L'Ontario, pour sa part, alimente ses 4 raffineries et leurs 50 000 emplois directement à partir de la ligne 5 de Enbridge. L'aéroport Pearson à Toronto, le plus actif au Canada, en dépend entièrement pour son approvisionnement aussi. Pour l'Ontario, ce serait dévastateur. Et la province n'aurait pas d'autre choix que de regarder ailleurs qu'en Alberta pour combler ses besoins en énergie et rapidement. Donc le fameux choc pétrolier qui serait sur le point de frapper le Québec, cette explosion des prix à la pompe, ça n'a rien d'un choc pétrolier. S'il y a quoi que ce soit, ça améliore la position du Québec qui devient un point d'entrée essentiel pour les hydrocarbures du pays et qui soudainement pourrait avoir à combler les besoins en énergie de l'Ontario, que ce soit par le biais du pétrole étranger ou encore mieux, des surplus d'Hydro-Québec.
Ces surplus d'électricité sur lesquels l'Ontario a levé le nez il y a quelques mois seulement en prétextant qu'elle n'en avait pas besoin, que son approvisionnement en électricité et en énergie était robuste. Soudainement, il se pourrait très bien que le gouvernement ontarien cherche à accélérer sa transition vers l'énergie de l'Est, l'énergie du Québec. Pensez-y un moment, on vient tout juste d'apprendre que Joe Biden mettait une croix sur le projet Keystone XL, un panier dans lequel l'Alberta a mis presque tous ses œufs, qui soudainement s'écrasent de manière aussi spectaculaire que prévisible. Quand on ajoute à ça une fermeture de la ligne 5 de Enbridge qui permet de sortir au-dessus de 540 000 barils par jour de l'Alberta, c'est carrément l'économie de la province qui menace de s'effondrer. Et ce sont pas mes mots. Ce sont ceux du premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, qui déchire sa chemise et qui s'époumonne à prévenir de conséquences catastrophiques s'il fallait que la ligne 5 soit fermée. Ça fait des mois que les pétrolières albertaines cherchent une manière de trouver de nouveaux débouchés. Keystone, c'était la lumière au bout du tunnel. Ça permettait de contourner le blocus de la Colombie-Britannique, qui veut rien savoir de nouveaux pipelines. Maintenant, on parle non seulement de la perte de Keystone, mais aussi, potentiellement, de tout l'Est du Canada pour une période indéterminée. Et maintenant, on peut se demander pourquoi Joe Biden ne vient pas au secours de son ami Justin Trudeau, de l'Alberta et de l'Ontario. Mais il faut se poser la bonne question. Pourquoi il le ferait? Si on pense juste un ou deux coups en avance, on comprend que l'Ontario va devoir s'approvisionner quelque part et que même le Québec va chercher à combler son 40 000 barils par jour. Et que si c'est pas l'Alberta qui va en profiter, ce sont les États-Unis, qui sont récemment devenus des exportateurs de pétrole. On comprend maintenant qu'avec l'annulation de Keystone XL et la fermeture de la ligne 5, ce que sont vraiment en train de faire les États-Unis, c'est de se débarrasser d'un compétiteur, le pétrole albertain. Pensez-y un peu. Pour Biden, c'est carrément faire d'une pierre deux coups. Parce qu'en agissant pour protéger l'environnement, il se trouve à faire un cadeau aux pétrolières américaines. Joe Biden, il est mort de rire. Pour l'Alberta, c'est échec et mat. On dirait qu'on est sur le point de rebrasser les cartes dans l'ordre canadien et que la main du Québec est considérablement meilleure que celle de l'Ontario et de l'Alberta. Et là, il y a un éléphant dans la pièce, un éléphant qui s'appelle péréquation. Parce que si l'Alberta a longtemps contribué plusieurs milliards, il se pourrait très bien qu'elle soit incapable de le faire à l'avenir et que ça se représente dans les montants qui sont versés au Québec. Mais là aussi, l'Alberta tombe au mauvais endroit, au mauvais moment. Parce que la formule de péréquation vient tout juste d'être ajustée et que le calcul est seulement revu à tous les 5 ans. Dans 5 ans, le dommage va avoir été fait et le Québec, de son côté, aurait amplement le temps de se préparer. Le premier ministre albertain Jason Kenney fait presque pitié en ce moment. Il a investi 1,5 milliard dans Keystone. Et là, il apprend que ça pourrait être encore pire à cause d'Enbridge. Il a demandé à Justin Trudeau d'imposer des sanctions économiques contre les États-Unis ou même de leur facturer 1 milliard pour se venger. Il savait très bien que si un démocrate gagnait, c'était fini pour Keystone. Ce qui s'est vraiment passé, c'est que le premier ministre de l'Alberta a gamblé 1,5 milliard en argent public sur la réélection de Donald Trump et qui a perdu son pari. Donc, surveillez de très près ce qui va se passer dans les prochains mois en lien avec cette histoire-là, cette fermeture potentielle de la ligne 5 de Enbridge. L'Alberta est à genoux. Ce serait comme un coup de pelle en pleine face qui l'achèverait. Moi, je vous dis qu'il doit y avoir une gang en ce moment qui se frotte les mains, et ce sont les conservateurs qui sont à Ottawa, qui plaident depuis des années pour un corridor énergétique qui traverserait le Canada d'un océan à l'autre.
La solution rapide, c'est eux qui l'ont et ils vont certainement le répéter plus souvent qu'autrement dans la campagne électorale qui va venir très bientôt. Mais le Québec veut rien savoir d'un corridor de pipeline sur son territoire. Et quand on voit ce qui se passe avec l'Alberta, je pense qu'on peut se poser la question à savoir si on va vraiment encore investir des milliards dans une industrie dont on essaie de se débarrasser. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La question va revenir. Je vous le garantis. Maintenant, mes amis, c'est le moment pour notre grand dossier de la semaine. Sans plus tarder, ce soir, on se parle d'un secret de Polichinelle, d'une guerre secrète qui a le pouvoir de complètement redéfinir les rapports de force entre les grandes puissances du monde. Depuis quelques années, les armées privées ou les mercenaires sont en train de faire un grand retour sur le champ de bataille. Les sociétés militaires privées ou SMP, comme on les appelle, deviennent la norme parmi les grands pays du monde. C'est pas sans conséquence. Et il est important de bien comprendre toutes les implications que ça peut avoir. Alors en grande première, et seulement pour vous, voici notre toute nouvelle capsule sur la question intitulée « Mercenaires, les armées à louer ». La guerre change. On en parle constamment en 7 jours sur Terre. De plus en plus, les pays ont recours à des tactiques pour camoufler leurs actions. On veut projeter de la force à l'étranger sans avoir à payer le prix diplomatique, politique et militaire qui vient avec. Et pour ce faire, il y a une pratique surtout qui s'est imposée dans les dernières années et qui a de quoi nous inquiéter. L'émergence des sociétés militaires privées. Le principe est simple, c'est des entreprises qui signent des contrats avec des gouvernements pour soit renforcer, soit carrément substituer les armées nationales. Et ce n'est pas une industrie marginale. Aujourd'hui, au moins 1 million de personnes dans le monde y travaillent et on parle de plusieurs centaines de milliards de dollars. Évidemment, c'est une industrie extrêmement controversée et souvent secrète. Pour certains, c'est une solution qui permet de combler les lacunes des forces armées nationales. Pour d'autres, elles sont l'incarnation de la privatisation de la guerre et la manifestation moderne d'un phénomène qu'ils croyaient dépassé, le mercenariat. Les sociétés militaires privées prennent aujourd'hui le relais des forces armées nationales pour assurer diverses fonctions. Elles s'occupent essentiellement de sécurité et de logistique, mais leurs activités s'étendent aussi à de la formation, du renseignement, voire même à la participation directe aux opérations de combat. Il faut comprendre que pour un gouvernement moderne, de faire appel à une société militaire privée, c'est une option qui est très attirante. Depuis la fin de la guerre froide, l'environnement mondial n'est plus aussi ouvertement hostile et beaucoup de pays ont jugé les dépenses militaires comme étant moins essentielles. Conséquemment, les budgets et les effectifs militaires du monde ont progressivement diminué, à l'exception de quelques États. L'opinion publique, elle, est beaucoup plus frileuse qu'elle ne l'était avant à l'idée d'une guerre ouverte avec un autre pays. Conséquemment, on observe que les conflits armés ont évolué en guerre par procuration plus occulte que les grandes guerres du 20e siècle. Cela dit, malgré la paix relative entre les grandes puissances, les rapports de force qui régissent le monde existent toujours. Et on se retrouve devant un problème. Si un État juge qu'une guerre est essentielle, que ses intérêts doivent être défendus, mais que le peuple refuse de s'engager militairement, va-t-il vraiment laisser d'autres pays profiter de la situation? Bien sûr que non. Et c'est là qu'entrent en scène les sociétés militaires privées. Une armée à contrat. D'un côté, les SMP permettent au pays d'intervenir directement dans un conflit étranger à un prix beaucoup plus abordable. Parce que si les mercenaires en question gagnent normalement plus cher qu'un soldat régulier, à long terme, ils permettent d'économiser massivement. Les soins de santé physiques ou psychologiques, les retraites, les diverses bourses d'études, la formation, l'entraînement, tout ça devient le problème de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est sans compter l'avantage politique incroyable. Pensons-y un moment.
On a tous déjà vu un soldat canadien tomber au combat, revenir sur l'autoroute des héros, avec des drapeaux canadiens, des photos du soldat, de sa famille, des gens qu'il laisse derrière. Ce sont des images traumatisantes qui remettent chaque fois en question la pertinence de la mission pour plusieurs. Les politiciens sont appelés à défendre leurs projets militaires, à expliquer pourquoi des Canadiens meurent. Comparez ça avec le décès d'un opérateur privé qui se trouve en Afghanistan ou ailleurs par mandat du gouvernement canadien. Qu'il soit canadien ou non, on ne verra aucune image à son décès, aucun titre à la télévision. La mission continue. D'une manière, c'est une sorte de tampon sur les vrais coûts humains de l'engagement militaire en question. Ça fait moins de bruit, tout le monde pose moins de questions. On comprend qu'il y a un certain flou quant au statut juridique et au code éthique des SMP, notamment en rapport avec le droit international. Si des crimes de guerre sont commis, qui est-ce qui est responsable? Le mercenaire? La SMP? Ou le pays qui l'a envoyé? C'est loin d'être clair, mais ça semble pas gêner outre mesure les gouvernements qui y font appel. Pendant la première guerre du Golfe en 1990-91, on comptait un membre des SMP pour 100 membres des forces armées américaines en Irak. En 2007, sous l'administration Bush, le ratio était passé à 1 pour 5. Déjà, l'augmentation était considérable. Cela dit, en 2016, sous l'administration Obama, pour chaque militaire déployé en Irak, il y avait 2 opérateurs privés. En Afghanistan, la même année, le ratio s'élevait même à 3 pour 1. Le renversement est incroyable. De 2009 à 2016, 1540 opérateurs privés sont morts en Irak et en Afghanistan contre 1301 membres des forces armées américaines. La voilà, la guerre secrète. Souvenez-vous d'Obama qui parlait de réduire l'empreinte américaine au Moyen-Orient, qui critiquait le président Bush pour un déploiement qu'il estimait démesuré. C'était une mesure qui coûtait trop cher, qui mettait inutilement en danger la vie de soldats américains. Et pourtant, en 2014, Obama envoie officiellement 4600 soldats en Irak, ce qui est le maximum permis par ses promesses électorales et la stratégie qu'il a fait approuver. Mais en parallèle, plus discrètement, Obama envoie aussi plus de 4900 mercenaires, membres des SMP. Obama poursuivait donc les opérations entamées par Bush sans en rendre compte au public américain. Lorsque des journalistes questionnaient des représentants du gouvernement sur le recours au SMP, la réponse officielle était de ne pas savoir si une telle implication existait. Aujourd'hui, la tendance a résolument pris une dimension mondiale qui ne se limite plus aux soldats professionnels. Au fur et à mesure que la tendance s'étend, on recrute de plus en plus des populations vulnérables. Parce qu'il n'est plus seulement question des États-Unis ou de la Russie, mais d'à peu près tous les pays majeurs, comme la Turquie par exemple, qui a récemment envoyé 4000 Syriens pour se battre avec l'Azerbaïdjan dans sa guerre avec l'Arménie. C'est aussi facile que c'est honteux. Dans un pays ravagé par la guerre comme la Syrie, les hommes en âge de combattre sont prêts à tout pour améliorer le sort de leur famille. Quand un Turc se présente et offre jusqu'à 2000 $ par mois pour aller se battre dans un pays qu'ils n'ont jamais vu, pour une cause dont ils n'ont jamais entendu parler, il y en a plusieurs qui voient une opportunité de sortir de la misère. C'est un cercle tragique d'exploitation de la souffrance humaine qui permet d'entretenir un cycle perpétuel de guerre et de violence dans l'impunité la plus totale. La tendance initiée par Bush et poursuivie par Obama s'est poursuivie sous l'administration Trump. En 2019, au Moyen-Orient, on comptait 3 membres des SMP pour chaque 2 membres des forces armées américaines. Le budget militaire des États-Unis a connu un accroissement majeur, mais plutôt que de bénéficier principalement aux militaires, ce sont les SMP qui en ont profité. La moitié du budget militaire américain est désormais attribué au contrat des SMP. C'est du jamais vu.
Donc vous comprendrez qu'aujourd'hui, les SMP représentent un lobby qui est profondément implanté dans la vie politique américaine et un peu partout dans le monde, et qu'ils ont énormément d'influence. C'est un peu pourquoi c'est encore largement le Far West au niveau des lois qui encadrent l'industrie. Le seul outil qui les supervise est risible. C'est un code de conduite international non contraignant qui repose entièrement sur la bonne volonté des entreprises. En plus, l'organe qui doit superviser l'application et le respect de ce code-là est dominé par des représentants de l'industrie elle-même. Le code, en fait, est surtout une couverture utilisée par les SMP pour dire que leurs activités sont surveillées sans avoir à rendre de compte à personne. Le cas de Blackwater, une fameuse SMP américaine, est particulièrement évocateur à cet égard. Près de 200 crimes et délits graves lui sont imputés uniquement pour ses opérations en Irak et la plupart ont été suivis d'aucune poursuite judiciaire. Le seul véritable incitatif à la régulation, au fond, demeure la médiatisation des scandales. Les sociétés militaires privées, on le constate, profitent de la guerre, et ça pose toute une série de questions extrêmement inconfortables. Est-ce qu'on est en train d'assister au démantèlement progressif des forces armées nationales au profit d'entreprises privées qui servent le plus offrant? Comment empêcher que les populations les plus pauvres du monde deviennent de la chair à canon et tombent en proie face à ce genre de prédation? C'était Benjamin Tremblay, 7 jours sur Terre. À la semaine prochaine. Vous pourrez bien sûr retrouver ce segment de l'émission en format capsule si jamais vous voulez le partager avec vos amis ou encore le réécouter plus tard. Pour ma part, je veux quand même prendre la peine d'ajouter quelques notions et peut-être aussi quelques nuances. Parce qu'on a vu l'émergence de genres de mercenaires dans certaines régions du monde en particulier, comme en Afrique, au Yémen, au Moyen-Orient, mais aussi en Ukraine, où les mercenaires russes sont extrêmement actifs. On pense au groupe Wagner, notamment, qui est reconnu comme un bras d'extension des forces armées de la Russie. On voit ces groupes apparaître un peu partout dans le monde, et c'est tout sauf des compagnies de sécurité comme Garda World ou même Blackwater. Je vous raconte une histoire. En 2018, 30 membres des forces spéciales américaines surveillent une usine de gaz naturel en Syrie. Ils se mettent à recevoir des tirs d'artillerie, donc ils se mettent à couvert. Quand ils ressortent et qu'ils regardent à l'horizon, ils voient une colonne de tanks qui s'approche, puis qui se met à tirer. Et là, ils comprennent pas tout de suite parce que personne s'attendait à un assaut blindé ce jour-là. Ils réalisent seulement plus tard qu'ils sont attaqués par 500 mercenaires engagés par la Russie, que c'est le fameux groupe Wagner. Les commandos américains appellent pour de l'aide et là on déploie toute la cavalerie pour essayer de repousser l'attaque surprise. Des drones, des F-22, des F-15, des B-52, des hélicoptères d'attaque. Tout ça pour frapper le groupe Wagner qui bronche à peine. En fait, il va falloir 4 heures pour en venir à bout. 4 heures avec les soldats les plus élites, les avions les plus avancés pour venir à bout de 500 mercenaires russes. Imaginez maintenant si ça avait été 1000 ou 5000. On réalise que les groupes de mercenaires sont de plus en plus forts, de plus en plus dangereux et qui représentent une menace militaire formidable, même pour la plus puissante armée du monde. Encore une fois, c'est l'équilibre de la force qui est remis en question. Les mercenaires du groupe Wagner sont dans tellement de pays qu'il serait difficile de vous en faire la liste à travers l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique et même l'Europe. En politique internationale, c'est le tabou ultime. On fait l'hypocrite comme si on savait rien. C'est jamais couvert dans les médias non plus, mais si vous regardez le conflit en Ukraine, c'est un bordel de mercenaires privés russes, espagnols, français, suédois, américains.
Quand envoyer l'armée risquerait d'escalader les choses, on envoie plutôt secrètement des mercenaires et le marché pour ce genre d'industrie, pour de la force privée, c'est loin de se limiter aux clients étatiques, donc aux services fournis à des pays. En fait, les plus gros clients des mercenaires et des armées privées, ce sont les clients privés, comme les multinationales ou les grandes ONG par exemple. Un endroit où il y a beaucoup de demandes, notamment, c'est dans le domaine des mines et de l'extraction. Les grosses minières en ont assez d'avoir affaire avec les armées locales, souvent corrompues, pas fiables ou carrément dangereuses elles-mêmes. Donc, il y a beaucoup de compagnies qui préfèrent amener leur propre sécurité pour surveiller leurs investissements. C'est d'ailleurs exactement ce que fait la Chine partout à travers l'Asie et l'Afrique. Le gouvernement paie une fortune à des sociétés militaires privées chinoises pour aller défendre l'approvisionnement en pétrole du pays, notamment au Soudan du Sud, qui est complètement déchiré par la guerre civile. En fait, les compagnies de sécurité chinoises sont devenues parmi les plus grosses, parmi les plus importantes de la planète de par leur proximité avec le Parti communiste chinois qui ne manque pas d'ouvrage, qui ne manque pas d'investissement à protéger. On ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, on pourrait voir Apple, Amazon ou Google avoir leur propre armée privée. Ce à quoi on assiste, on pourrait dire que c'est terrifiant, que c'est une tendance qui s'est accélérée dans les dernières années et que c'est très inquiétant. Mais on ne pourrait pas dire que c'est nouveau. S'il y a quoi que ce soit, c'est surtout le stigma autour du mercenariat qui est relativement nouveau dans l'histoire. Pendant des siècles de civilisation, l'appel à des mercenaires, c'était la norme. En fait, si on dit que la prostitution est la plus vieille profession du monde, alors le mercenariat arrive en deuxième. Et c'est d'ailleurs une analogie qui revient souvent pour décrire la chose. Si le soldat est une femme, le mercenaire est une prostituée. Naturellement, les problèmes qui existent depuis toujours en lien avec l'utilisation des mercenaires ne sont pas exclusifs au passé. De tout temps, on connaît l'effet pervers que ça a. Ça crée tout un groupe de personnes pour qui la guerre est une business. Toute une catégorie de gens qui ont désormais avantage à ce que des conflits éclatent et qui, historiquement, ne se gênent pas non plus pour accélérer les choses lorsque ça leur donne un avantage. Aujourd'hui, cette réalité-là est encore la même. Mais cette fois, ce sont des centaines de milliards de dollars qui sont en jeu. Et ça, c'est un problème. Quand les gens sont motivés par le gain, ils sont prêts à faire beaucoup de choses. Alors voilà, c'était notre grand dossier de la semaine. Maintenant, vous comprendrez qu'après une émission aussi chargée, je vais devoir garder mon segment éditorial très court. Et ça tombe bien, parce que j'ai une seule chose à vous dire cette semaine, et c'est merci. Ça fait 3 semaines qu'on a lancé notre nouvelle émission et j'ai pas encore pris la peine de vous le dire, mais je tiens à le faire ce soir. Merci. J'en reviens pas que vous soyez aussi nombreux à embarquer dans ce projet-là et c'est juste vous qui rendez tout ça possible. On n'est pas une grosse équipe, on a une fraction du budget d'à peu près tout ce qui se fait ailleurs et honnêtement, 7 jours sur Terre, c'est tout petit dans l'univers médiatique québécois. Mais c'est de plus en plus gros. Et je pense qu'on peut en faire quelque chose de pas mal plus gros encore. Ce que vous êtes en train de faire, c'est de lancer un signal comme quoi il ne faut pas négliger l'intelligence et la curiosité des gens. Que si le climat culturel est de plus en plus débilitant, c'est pas parce que les gens sont seulement intéressés par ça. La promesse que je vous fais, c'est que tant que vous êtes là, on va l'être. Vos encouragements, vos messages d'appui, la quantité d'amour que vous nous envoyez pour nous dire de ne pas lâcher, ça me touche énormément. Je ne peux pas le dire autrement. Merci. Merci et le meilleur est à venir. C'était Benjamin Tremblay et 7 jours sur Terre. À la semaine prochaine.
7 jours sur Terre, c'est un média 100% indépendant qui est financé exclusivement par les contributions de ses membres exclusifs pour aussi peu que 99 sous par mois. En plus de permettre la production de cette émission, les membres exclusifs ont accès à une tonne de contenu qui leur est entièrement réservé, dont un segment complet de cette émission, ainsi qu'une revue de presse à chaque semaine où on revient sans script sur les grands dossiers d'actualité. Pour devenir membre, c'est super simple, ça se fait en quelques clics seulement au 7jourssurterre.com/abonnement. Merci et à très bientôt.